Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Tous, soyez le bienvenu dans le RMC Fighter Club numéro 329. Aujourd'hui, on parle MMA et pour cause, Manon Fiorot est en studio avec nous à peine 3 semaines avant son combat pour la ceinture de championne UFC face à la légende Valentina Shevchenko. Et à mes côtés pour l'accueillir, comme d'habitude, le pilier du RMC Fighter Club et co-présentateur du podcast Au bord du ring. Il est aussi coach de pied-point et de boxe anglaise. Commentateur sur RMC Sport aussi, notamment pour le One. Baba, comment ça va? Salut Charles, ça va super, merci beaucoup et super content d'être là aujourd'hui pour cette émission bien particulière. Ouais, émission bien particulière car on a l'honneur, vraiment l'honneur, on te remercie Manon, de recevoir Manon The Beast Fiorot en pleine prépa pour l'un des combats les plus importants de l'histoire du MMA français. Ça va Manon? Bah ça va, nickel, hein, content d'être là aussi. Mais on est vraiment content de t'avoir et tu vas nous en dire plus sur cette prépa XXL car les amis, le MMA français s'apprête à écrire la plus belle page de son histoire. Elle pourrait être à jamais la première. En cas de victoire lors de l'UFC 315 dans la nuit du 10 au 11 mai prochain, Manon Fiorot peut devenir championne indisputée dans la plus grande organisation de la planète. Une performance qu'aucun tricolore n'a encore réussi à faire malgré les 2 tentatives de Cyril Gane contre Francis Ngannou en 2022 et contre John Jones en 2023. À l'UFC depuis 4 ans, Manon s'est rendue incontournable et après une longue attente, la niçoise est enfin à la place qu'elle mérite. Je me suis rendu compte assez vite de mon niveau et que j'avais progressé. Et oui, forcément, c'est moi ça qui arrête. Victoire de la Française. Manon Fiorot, superbe performance. Manon, on peut dire qu'on est face à une génie du sport tout court. Big right sits her down. That is the beginning of the end. Fiorot hammering away, reaching back to her feet. Look at that. So strong. I'm telling you, it's a fury. À 0 point faible, moi je le dis. Et c'est super ça, c'est très bien ce qu'elle fait. Et elle passe en phase de lutte, c'est intelligent. Aujourd'hui, Manon, elle est numéro 1 mondial en termes de niveau. Pour moi, elle est déjà devant Valentina, elle va le prouver. That's gonna do it. The Beast again. What a fight. Wow, big showing in Las Vegas. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, with a winner by unanimous decision, Manon the Beast Fiorot. It's a destiny. Manon, beaucoup de choses dans le sonore qu'on vient d'entendre. Merci à Flavien Ziolkowski pour cette prod. On entend notamment que t'as le niveau d'être numéro 1 mondial. Je crois que c'est Aldric qui dit ça dans cette prod. C'est vrai qu'on sent chez vous que la pression, plus que de la rejeter, vous la prenez, vous l'affrontez. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de moteur pour toi, la pression. Oui, carrément. Tous mes derniers combats, c'était une grosse pression. Et en fait, j'ai vu que ça s'est bien passé. Et au contraire, je suis encore plus forte. Je pense plus il y a de pression, plus je suis fort le jour J. Baba, c'est aussi ce que tu sens sur Manon, justement, cette pression, parce que tu as connu énormément de moments déjà dans ta carrière avant l'UFC à l'UFC. On va y revenir dans ce RMC Fighter Club. Mais c'est vrai que la pression, Manon, j'ai l'impression qu'en fait, avec l'expérience, elle sait de mieux en mieux la gérer. Ouais, de toute façon, c'est inhérent à l'évolution des combattants et au cap qu'ils veulent passer. C'est là où tu vois, en fait, ça fait la séparation, cette pression-là. Plus tu vas monter dans les classements, plus tu vas te rapprocher de la ceinture. Et en fin de compte, tu vas voir les combattants qui sont prêts pour ça et ceux qui sont un peu moins prêts, entre guillemets, et qui s'effondrent un petit peu. Donc maintenant, elle est montée. À chaque fois qu'il y a un nouveau challenge, le niveau il a monté pour l'emporter. Donc jusqu'ici tout va bien, j'ai envie de dire. Jusqu'ici tout va bien et tout ira, on l'espère, beaucoup mieux encore dans la nuit du 10 au 11 mai sur RMC Sport. Et ce sera en direct de Montréal, une très grosse soirée, on le rappelle, où il y aura notamment Benoît Saint-Denis. Et en plus de ça, sur cette soirée, début de soirée à Lyon, il y aura aussi Saladin Parnasse. Donc c'est en termes de niveau, c'est peut-être une des plus grosses nuits, une des plus grosses soirées de l'histoire du MMA français qu'on s'apprête à vivre dans la nuit du 10 au 11 mai prochain. Manon, j'ai envie qu'on aborde déjà ce thème du camp que tu as fait. Tout à l'heure, je parlais avec Pierre-Henri Cachera, qui est journaliste chez nous, qui a fait une partie de ta préparation avec toi là-bas à Nice, au Boxing Squad. Il a dit, et c'est Aldric qui lui disait, que c'était une préparation qui valait, en termes de moyens, en termes de sparring, 4 camps normaux. En gros, sur un camp, t'en as fait 4. C'est comme ça que tu l'as vécu aussi ?
Oui, carrément, ça a été un des plus gros camps que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec vraiment beaucoup de sparring et surtout des filles vraiment fortes dans chaque discipline. En fait, on a essayé de chercher le top, que ça soit en grappling, que ça soit en lutte, que ça soit en pied-point. On a pris que des filles vraiment très bien classées dans le top de chaque discipline. Et surtout, on en a fait venir beaucoup. Toutes les semaines, en fait, j'avais des sparring différentes. Donc ouais, je pense un des plus gros camps de ma vie et là où j'ai fait le plus de rounds, je pense, de ma vie aussi. Le plus de rounds de ta vie, peut-être aussi avec Brianna Sainte-Marie, qui est donc une énorme championne, notamment en grappling. Elle a été championne du monde IBJJF en nogi. Je crois que par rapport au game plan que tu veux éventuellement mettre en place face à Valentina Shevchenko, c'est peut-être elle, l'une des clés qui va te permettre de l'appliquer, ce game plan. Ouais, je sais pas encore. En fait, on n'a pas encore vraiment établi de game plan parce que je peux tout faire en fait. Donc ça, je vais le décider plutôt le jour du combat. Mais ce qu'on aime bien, c'est savoir que je peux tout faire et que je suis à l'aise n'importe où. Et c'est juste dans ce sens-là qu'on a voulu se réconforter avec Brianna. Et là, ouais, je sais que je suis en grappling, il n'y a aucun souci. En grappling, il n'y a aucun souci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a d'autres domaines. Baba, on connaît forcément le passif de Manon. Il y a un domaine, par exemple, la boxe thaï, le muay thai, où c'est une de ses bases avec le karaté. Donc on sait que dans ce domaine-là, tu sais y faire, même face à une grande championne comme Valentina. Elle s'est entourée de Nili Block aussi, qui est une ancienne adversaire de Valentina Shevchenko. Quand on est déjà, pour toi, Baba, à l'aise dans un domaine, qu'est-ce que ça apporte de pouvoir prendre des personnes qui ont aussi beaucoup d'expérience pour encore essayer de renforcer ce côté-là? Iron sharpens iron, comme disent nos amis américains. Il faut affûter tes armes avec les meilleurs, parce que même si tu sais, même si c'est ton domaine de prédilection, il faut continuer à affûter le plus possible. Et pour ça, c'est mieux de s'entraîner avec les meilleurs, de tourner avec les meilleurs qui peuvent te mettre en difficulté, où tu vas devoir être à 100% sur le sparring. Tu vois, c'est pas, c'est compliqué dans les salles d'être avec quelqu'un que tu connais, tu gères, tu connais le style de la personne, etc. Les sparring et les camps, c'est là pour te mettre dans l'inconfort, parce que le combat, c'est l'inconfort, c'est l'incertitude. Et j'aime bien parce que Valentina, c'est un challenge assez compliqué à relever en préparation pour la combattante comme pour le coach, parce qu'elle sait tout faire. Tu vois, ses combats debout, elle a une bonne lutte, en tout cas un bon clinch, elle a un bon grappling aussi, donc c'est bien de pouvoir entendre que Manon et Aldric ont choisi de tout affûter et puis ensuite de s'adapter. Juste pour qu'on comprenne mieux l'organisation de ce qui est devenu Manon Fiorot, parce que ça représente beaucoup de monde. On a parlé des sparring qui, eux et elles, viennent à l'occasion pour des camps. Au quotidien, autour de toi, Manon, on connaît Aldric Cassata qui est ton entraîneur. Il y a combien de personnes qui sont autour de toi au quotidien pour gérer ta préparation? Ouais, il y a beaucoup de personnes. La team, elle s'agrandit en plus de combat en combat. Mais c'est vrai que en fait, dans chaque domaine, j'ai un coach spécifique, que ce soit en lutte, en grappling, en pied-point. J'ai 2 préparateurs physiques, un préparateur mental, la fille qui s'occupe des massages, le kiné. Donc ouais, il y a une grosse équipe derrière moi. Très grosse équipe. Et aussi Aldric, alors bon, c'est l'historique autour de toi forcément. Aldric qui dit si t'as pas fait 100 000 fois la même chose à l'entraînement, c'est pas acquis. Est-ce que t'en as combien maintenant? Il y a des choses que t'as dû faire bien plus que 100 000 fois avec Aldric. C'est encore quelque chose que vous appliquez au quotidien, ça? Oui, bien sûr, surtout avec Aldric, on sait il est très perfectionniste, donc on peut répéter une technique beaucoup de fois, et puis voilà, on essaye vraiment de s'améliorer partout, tout le temps, en fait, tous les jours. Le but, c'est de s'améliorer dans tous les domaines, tout le temps. 100 000 fois, tu considères que c'est assez, Baba, toi? On en parlait en off avec Manon, juste avant. On en parlait 10 minutes avant, en disant que moi, c'est une partie que j'aimais beaucoup, le drilling, de répéter. D'autres moins, en tout cas, tu vois. Donc ça va dépendre aussi comment c'est amené à l'entraînement, mais de toute façon, c'est une partie super importante. Ce que je disais, moi, c'est compliqué aussi, parce que j'aime pas forcément driller, en fait. Ouais. J'aime pas répéter toujours la même chose. Mais après, on adapte autrement. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est beaucoup de sparring. Donc, on fait beaucoup de sparring. Alors, justement, les sparring, mais comment est-ce que tu adaptes autrement et comment est-ce que tu fais comprendre à Aldric que certains trucs, t'as pas envie de les faire, t'as pas envie de les répéter à nouveau? Comment tu lui fais comprendre ça? Je pense qu'il le comprend, il comprend tout seul. Ça se voit de mon envie, en fait. C'est vrai que j'ai du mal à faire une technique comme ça et de la répéter 1 million de fois. J'aime bien, en fait, me rendre compte, ou alors il faut que je me rende compte en sparring, en fait. Ouais. Si je perds une position, si la fille elle va me contrer sur un truc, là je vais dire ah ouais, non, là ça va pas, en fait. Et du coup, je vais dire montre-moi. Mais après, j'ai la chance d'apprendre assez vite, on va dire. En fait, il va me montrer la technique, je vais le faire 2-3 fois. Et normalement, je vais vite arriver à le refaire
en combat. Il y a quelque chose de nouveau aussi que PH m'a rapporté lorsqu'il était chez vous à Nice, c'est que tu travailles un petit peu différemment, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de musculation, maintenant il y a plus de mobilité, de proprioception, et je crois que tu travailles tout ça avec Jean-Valère Demar. Raconte-nous cette nouveauté qui a été incluse dans ce camp avant Shevchenko. En fait, j'en avais un peu marre, pareil, des séances de préparation, de physique, soulever des poids, tout ça, dans une salle. Toi qui n'aimes pas les trucs qui se répètent, voilà, c'est sûr que faire du développé couché toute la journée, c'est ça. Et en plus, j'avais pas l'impression de manquer de force ou je me sentais bien par rapport aux filles. J'ai la puissance, voire je me sens toujours, à chaque fois, j'ai l'impression d'être quand même plus puissante que les filles de ma caté. Et j'avais vraiment envie de rajouter quelque chose de nouveau dans ma prépa, parce que sinon après on s'ennuie au bout d'un moment de faire toujours la même chose, enfin, surtout pour moi c'est fatigant. Et du coup on m'a parlé de Jean-Va qui a amené son fils en fait au boxing squad, et lui était préparateur de physique dans le snowboard, en fait il entraîne des athlètes en snowboard, et du coup je l'ai rencontré et c'est tout de suite bien passé. Et comme il m'a expliqué, en snowboard c'est un peu pareil, les mecs ils aiment pas faire de la prépa physique, des trucs chiants, répétitifs et tout. Et donc lui, il a mis un peu un truc en place qui sort un peu des schémas habituels, et ça a tout de suite accroché. Et surtout, j'ai vu la progression de suite. Et surtout sur ma partie après, dans le MMA, en fait, dans mes entraînements spécifiques, que ce soit en lutte, en grappling, je me sentais beaucoup mieux. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui s'est amélioré? Par exemple, ta souplesse s'est améliorée? C'est ce genre de choses. En fait, c'est sur les prises d'appui, parce que en fait, je trouve quand tu es à la salle, tu vois, tu fais du développé couché, du squat et tout. En fait, en combat, t'es jamais dans cette position-là, t'as jamais les deux pieds à plat au sol ou quoi, tu vois. Et là, avec Jean-Va, on travaille que en déséquilibre, sur un pied, sur une jambe, on travaille avec une genre de skateboard qui bouge. Enfin, on est tout le temps en déséquilibre, et en fait, on adapte des trucs de musculation, mais sur des mouvements où normalement t'es pas à l'aise. Et en fait, maintenant, je le suis. Ça veut dire qu'après, je vais être en cache contrôle ou en lutte ou quoi. Le mec va m'attraper la jambe, je vais être sur une jambe. Je me sens bien. En fait, j'ai en fait tous ces mouvements, je les connais par cœur, d'être en déséquilibre. Et je trouve que sur ma lutte, c'est encore plus dur là de m'emmener au sol. Et je l'ai vu pendant mes sparring quoi après. Ouais, c'est hyper intéressant. Baba, toi qui es coach aussi, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est des techniques plus modernes qui arrivent chez de plus en plus de combattants. Et d'ailleurs, peu importe les sports, puisque tu as dit, il venait d'autres sports aussi, Jean-Valère Demar qui t'a aidé là-dessus. C'est quelque chose que toi aussi tu vois à travers les différents athlètes qui s'entraînent? Ouais, bien sûr, on a tout adapté maintenant. Avant, on faisait des entraînements assez compartimentés, où tu voulais faire de la force, tu faisais de la force, mais comme on le fait en muscu. Et puis ensuite, tu faisais ton drilling pour le combat, etc. Tu allais sur piste pour faire de l'athlé, mais comme n'importe quel coureur fait de l'athlé, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on adapte vraiment ce qu'on fait en prépa physique pour le combat. Et donc, encore une fois, c'est excellent, parce que c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place aussi. C'est les prémices, nous, donc c'est bien. Ça fait qu'on aura des choses à apprendre. Mais tu vois, c'est ça, sur le déséquilibre, sur des positions que tu vas te retrouver dans le combat qui sont pas très... t'as pas l'habitude de te retrouver dans ces positions-là dans d'autres sports. Donc c'est tout ce qui est inhérent au combat qui est particulier, c'est intéressant. Et que ça arrive pour ce gros combat-là, c'est parfait. Tu vois. Ouais, je me souviens déjà à l'époque dans des vidéos de l'UFC, Conor McGregor, il y a 7-8 ans, commençait à travailler des trucs un petit peu différents, notamment avec un coach Ido, je ne sais plus comment il s'appelait. Ido Portal. Ido Portal, voilà. Mais c'est peut-être particulier, mais peu importe si on adhère ou pas, mais au moins ça s'ouvre. Voilà, c'est vrai. Ça s'ouvre à différents trucs. Il faut s'ouvrir l'esprit. Ouais. Il y a autre chose, donc tu le disais, beaucoup de rounds, énormément de sparring que tu as fait sur ce camp. Il y a un domaine dans lequel aussi tu t'es peut-être rassuré, c'est sur ce combat contre Erin Blanchfield, où tu es allé au bout des 5 reprises. Ça n'avait pas encore été le cas à l'UFC, même si tu as fait des décisions, mais c'était en 3 reprises. Ça t'a rassuré d'aller jusqu'au bout des 5 rounds, de savoir que tu avais dominé les 5 rounds et que physiquement tu étais au point? Oui, carrément. Pour moi, c'était une étape en fait. Après, j'aurais dû combattre pour la ceinture, on va dire, après Choukadjian. Ouais. J'ai été blessé. Sur le coup, j'étais super déçu parce que voilà, je voulais avoir mon combat pour le titre. Mais en fait, avec le recul, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, le timing, il est juste parfait maintenant. Parce que tous les combats, enfin, les 2 combats que j'ai eu après, du coup, ils m'ont mis super en confiance pour la suite. J'ai d'abord affronté Rose, j'ai fait un co-main à Paris devant mon public. Je revenais de blessure, donc déjà, j'avait fait presque un an que j'avais pas combattu. J'ai vu que j'ai dominé ce combat. Derrière ça, j'étais encore déçu, on me remet Erin Blanchfield, mais derrière ça, je vois que je peux la battre. Je suis meilleur en lutte qu'elle. Je fais les 5 rounds, je suis capable de faire les 5 rounds. C'est à domicile, chez elle, donc là, il y a le public, il est contre moi. Mais toi, t'as dit que t'aimais bien ça. Au final, ouais. En fait, là, je me rends compte que j'ai un peu validé toutes les cases, quoi. Donc, maintenant, je suis prête pour ce combat, en fait. C'est intéressant parce que c'est des choses qu'on disait beaucoup avec Alex Herbinet quand on parlait de ces combats-là et de ta carrière, où il y a 2 choses qui revenaient qui étaient importantes. C'est la première, c'est entre guillemets de choquer la KT.
Et plus tu vas battre des combattantes d'élite de la KT, ben plus les combattantes qui sont encore au-dessus vont se dire là c'est un problème maintenant. Et puis la deuxième chose, et pour moi c'est le plus important, c'est que en fait il faut les battre les filles. Ouais. Tu les bats avant la ceinture, tu les bats après la ceinture. De toute façon, il faut les battre. C'est bien, tu l'as fait avant, voilà, tu vois. C'est ça. C'est bien. En termes de confiance, c'est bien. Je pense que j'aurais pas été favorite, tu vois, si j'avais combattu juste après Choukanan, j'aurais jamais été favorite. Et moi, en termes de confiance, j'aurais pas été comme je suis aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que le combat il a été annoncé le 20 février dernier, donc en gros 2 mois et demi avant le fight. Est-ce que toi ça a été suffisant pour te préparer? Est-ce que tu l'as su avant l'annonce officielle de Dana White? Oui, je crois que je l'ai su avant, c'est sûr. Ouais. Mais après, de toute façon, je m'entraîne tout le temps. Ouais, toi, t'es prête, t'es prête en permanence. Enfin, 2 mois, c'était largement suffisant pour être. Ouais. J'étais déjà à peu près prête. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on va aborder maintenant le côté histoire, parce que là l'histoire est en marche, l'histoire est en train de s'écrire et peu importe le résultat, elle sera écrite. En ce moment, à l'UFC, il y a Nurmagomedov qui est numéro 1 des moins de 84. Il y a Ciryl Gane qui est numéro 2 chez les poids lourds. Il y a Manon, du coup, qui est aussi numéro 2 actuellement au classement chez les moins de 57 kg, BSD 13e. Et on a Nora Cornell aussi qui est 13e chez les moins de 61 kg. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est le meilleur moment historique de l'histoire du MMA français ? Oui, je pense. Après, je faisais pas vraiment attention aux autres. Pour moi, c'est le meilleur moment. Pour mais toi, après, tant mieux. Là, c'est vrai que tout le monde est en train de monter. Donc, oui. Je pense qu'on va enchaîner en fait les ceintures et les victoires. Du coup. C'est crescendo. Quand Ciryl Gane, à l'époque 2022-2023, combat pour la ceinture contre Ngannou, contre Jones, toi tu es devant ta télé, peut-être dans la salle. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu vois Ciryl rentrer dans ces salles pour cette ceinture? C'est quoi tes émotions un petit peu primaires comme ça que tu ressens quand tu regardes la télé? Je suis trop contente en fait qu'un Français va combattre pour la ceinture et forcément je m'imagine moi aussi. Ouais. Je me vois, je me dis ça va être moi aussi bientôt peut-être. Ça, même si tu regardes pas trop les autres, ça peut être un moteur, un Ciryl Gane qui a fait ça avant toi? Ah oui, carrément, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu penses que Ciryl Gane, lui aussi, vous en avez déjà parlé peut-être, mais s'inspire aussi de toi, en tout cas peut trouver une motivation en voyant d'autres Français faire des bonnes perfs? Je sais, on n'en a pas parlé, mais oui, forcément quand tu vois des Français gagner et performer, ça motive, c'est sûr. Le MMA français pour toi, Baba, c'est quoi la photographie actuelle? Est-ce que c'est le meilleur moment du sport qu'on ait connu en France? Sur le MMA, ça va être difficile de trouver un meilleur moment. On a eu des très bons moments, attention, on a eu des moments notamment avec des combattants qui étaient à l'UFC et au Pride en même temps, mais là on a des combattants qui sont très très bien classés dans cette organisation-là, qui sont en position de combattre pour le titre. Et donc ouais, je pense que... Puis en plus, tu peux rajouter tout le reste, parce que certes, sur la grosse orga, on a des combattants très bien classés, mais tu as aussi une multiplicité des orgas en France, etc., d'autres gars dans d'autres orgas en Europe, donc je pense que oui. Il y a des dates clés dans l'histoire du MMA français. Il y a la légalisation qui arrive début janvier 2020. Il y a ces combats de Ciryl Gane dont on a parlé. Il y a les 3 UFC Paris, 3 ans d'affilée en septembre, et ça devrait arriver encore. Ça a été annoncé par Dana White en septembre prochain. Est-ce que tu as conscience quand même, Manon, que ce combat que tu vas faire va lui aussi marquer une des dates très importantes dans le MMA français? Oui, je pense. T'en as conscience? Oui, j'en ai conscience, c'est sûr. Et qu'est-ce que ça te fait de dire que ton nom apparaîtra, quoi qu'il arrive, dans les livres d'histoire du sport? Après, pour l'instant, je suis vraiment focus sur mon combat, donc j'ai du mal à m'imaginer, mais je pense que je réaliserai tout ça après. Ouais. Et c'est comme ça que je veux le penser. Je veux pas trop y penser pour l'instant. Ouais, t'as bien raison. Et le regard des gens par rapport à tout ça, t'as fait des médias aussi aujourd'hui, t'es à Paris avec nous. C'est quand même des choses qui changent un petit peu par rapport à d'autres combats, ou alors c'est une routine maintenant pour toi? Forcément, il y a un peu plus de médias, mais oui, je me suis habitué. J'essaye de prendre ça comme une routine, même si c'est un peu plus que d'habitude. Mais voilà, je fais comme si dans ma tête, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Tes dates clés à toi dans ta carrière, donc ça va être l'UFC Paris contre Rose Namajunas. T'as aussi fait, t'étais sur une carte principale, il y avait que des gros noms. Il y avait Makhachev, il y avait Oliveira, il y avait O'Malley, il y avait plein de noms comme ça. T'as été tête d'affiche d'une Fight Night aussi. À l'heure actuelle, c'est quoi ton meilleur souvenir à l'UFC? Je pense que ça reste quand même mon dernier combat contre Erin Blankfield, parce que c'était le plus compliqué, où il y avait le plus de pression. J'étais un combat de la ceinture et tout pouvait s'arrêter en fait après ce combat. Tu vois, la pression, ça la fait rire. Chaque fois, c'est ça, c'est ce qu'on disait en début d'émission, la pression, ça la fait rire. Ça s'était vu vite dans le combat en plus. Après le premier round, tu vois, je me suis tranquille, tu vois, avec vous allez voir, tu vois. C'est ça. En fait, je me suis même au moment d'entrer, quand tout le monde me huait et tout, j'ai dit
Ah ouais. Genre, j'ai kiffé en fait. Presque. Ouais. Même presque plus que l'inverse à Paris. Là, je savais, j'ai dit, ouais, c'est bon. Là, je vais gagner. C'est vrai que ce combat, en plus, je me souviens du débrief que vous faites avec Alex Herbinet dans le Fighter Club, Baba. Il y a certaines personnes, des journalistes qui donnaient certains rounds à Erin Blanchfield, etc. Et Alex et toi, vous étiez vent debout contre ça en disant, mais dans quel monde Erin Blanchfield a pris ne serait-ce qu'un round à Manon? Je sais pas. Il y a eu un mouvement. Il y a un mouvement, même, je dirais. Je veux parler au présent, où on essaie un peu de tout nuancer. On essaye, tu sais, c'était une domination totale. Je dis pas ça parce que c'est Manon et qu'elle est là. Je l'ai dit, t'étais pas là, t'étais pas sur le plateau. J'ai dit la même chose. Non, c'était une domination totale. Il y avait rien à dire. Après, Erin, c'était un petit peu la petite darling de l'UFC. On essayait de la monter. Contre vents et marées, il voulait absolument que ce soit Erin qui ait le title shot contre Valentina parce qu'ils avaient une histoire à raconter, parce que ça faisait sens au niveau business au stage. Il y a plein de raisons qui font que, mais c'est ce que j'aime bien avec le MMA. Le MMA, il vient toujours gâcher les belles histoires et c'est encore mieux quand c'est nous, tu vois. Ouais. C'est encore mieux quand c'est nous, t'as raison. Victoria Leonardo, premier combat à l'UFC. Ensuite, on enchaîne sur Tabata Ricci, on enchaîne sur Mera Bueno Silva, Jennifer Maia, Kathleen Choukagian, derrière Rose Namajunas et Erin Blanchfield. L'attente pour toi, c'est vrai qu'elle a été longue, ça fait longtemps qu'on t'attend pour un title shot à l'UFC. D'après toi, sur les combats que j'ai cités, c'est après lequel que tu le méritais vraiment? T'as dit que ces 2 derniers combats t'ont fait du bien, mais le title shot, t'aurais pu aller le chercher après quel combat? D'abord après Kathleen, après là je me suis blessée donc c'était impossible, mais après Rose, je pensais aussi vraiment que j'allais l'avoir. ça aurait été logique, hein, après Rose, qu'elle puisse déjà aller chercher une ceinture, sachant que chez les moins de 57 kilos, on a vu une trilogie entre Valentina et Alexa Grasso, ça aurait été logique de pouvoir mettre Manon avant à cette place. Bien sûr. De toute façon, encore une fois, c'est la même chose qu'avec Erin Blanchfield. Rose, si tu lui donnes le combat contre Manon, ils savent très bien ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Rose, un nom de la catégorie, on n'en parle plus. On lui donne le title shot derrière, ça fait un gros combat entre 2 gros noms et tout, du MMA féminin. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Et derrière, malheureusement, manque de chance parce que c'est la pire trilogie possible. Tu sais, c'est vraiment la pire trilogie possible en fait qu'elles ont fait, tu vois. Avec la challenger qui gagne, un match nul. Enfin, tu vois, personne s'affirme vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, quand tu regardes à la fin du match nul, on est tous dépités. Putain, on va encore se taper un autre combat et t'as pas de choix, quoi, tu vois. Donc, écoute. C'est vrai quand toi tu vois le match nul, tu te dis la même chose comme Baba. On va encore se taper un autre combat et moi je suis mise de côté. Bien sûr, je suis dégoûtée. Tu l'as vécu comme une injustice de la part de l'UFC? Au début, oui. Mais comme j'ai dit, franchement, maintenant, je suis trop contente que ça soit passé comme ça, en fait. Je pense que ça devait se passer comme ça en fait. Ouais, il y avait pas d'autres options. Il y a eu l'option aussi récemment, la rumeur Weili Zhang qui pourrait monter de catégorie, qui est en moins de 52, qui pourrait monter en moins de 57. Ouais. Ça aussi, c'est une sorte d'ombre qui est arrivée au-dessus de ta caté, qui t'a fait un petit peu peur au moment où t'attendais un combat. Ça m'a fait un petit peu peur, même si en vrai, on avait déjà avec l'UFC, on savait qu'on allait affronter Valentina, mais c'est plus là les médias en fait qui ont essayé de vendre ce combat. Ouais. Mais moi-même j'ai un peu douté alors que l'UFC nous avait dit non mais c'est bon, genre c'est toi la prochaine. Mais à force de l'entendre, et moi j'avais quand même toujours pas signé le contrat, moi-même j'ai un petit doute quand même au bout d'un moment. Le problème c'est ce que tu dis, les médias, mais sauf que Baba, les médias dans ce game là ils ont une place qui est hyper importante. Non seulement ils ont une place importante, et puis aussi c'est l'historique de l'UFC, hein. Ils sont connus pour changer d'avis, ce qu'ils veulent, et puis derrière ils vont même pas te justifier le truc, ils te diront c'est comme ça et puis c'est tout. Donc il y a pas grand chose à faire quand c'est comme ça. Donc ouais, bien sûr que quand Weili elle a gagné, on s'est tous dit est-ce qu'ils vont encore faire une petite, ils vont nous faire le coup encore. Donc bon, tant mieux. Je pense aussi que le fait que tu sois exprimé rapidement, ça au moins c'était bien. Je sais pas si ça a aidé, mais au moins ça a permis de dire non mais écoutez, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans la KT. Et puis j'ai vu plein de médias spécialisés américains aussi rappeler à tout le monde non mais vous êtes bien gentils, mais il y a d'abord Manon qui doit faire son combat, et puis Weili on verra après. Ouais, tu disais à Alex Herbinet que dans le fond tu sentais que Valentina elle avait pas envie de t'affronter. Si elle avait pas envie de t'affronter, qu'est-ce que tu sentais chez elle? Ça la mettrait trop en danger? Qu'est-ce qui l'empêchait de vouloir t'affronter? Je pense déjà ça aurait été un meilleur combat pour elle, clairement. Weili Zhang, même moi je me mets à sa place, je pense qu'elle aurait préféré affronter Weili Zhang. Après c'était pas possible parce que Weili elle pouvait pas, mais après non, elle voulait pas forcément prononcer mon nom en fait quand on lui demandait, alors que c'était moi la challengeuse, il y avait personne d'autre en fait, tu peux même pas hésiter.
Et elle disait non, je sais pas, on verra qui l'UFC me propose. C'était le cas après sa dernière victoire. Tu le dis, tu étais dans la salle puisque tu étais remplaçante officielle de ce combat. Tu dis, mais elle me cite même pas. Je suis là, c'est moi la logique. Elle sait que je suis là. Elle a pesé, elle sait très bien quoi. Ouais. Et non, elle préfère faire un discours en 14 langues pour remercier tout le monde. J'ai pas compris. Après le combat, je me dis bon, elle va s'exprimer sur les médias. Et quand on lui pose la question, je sais pas quand je vais combattre, je sais pas contre qui. Donc ça commence à faire long là. Ça t'a fait évoluer aussi de te préparer pour un title shot, parce que je pense que ce soir-là t'étais prête comme jamais à monter dans la cage et à pouvoir affronter l'une des deux adversaires en fonction de si l'une ou l'autre n'était pas prête pour le combat. Ça t'a aidé cette prépa? Oui, de toute façon j'ai fait une prépa, donc en fait ça m'a aidé dans le temps parce que j'ai pas vraiment l'impression de ne pas avoir combattu pendant un an. En fait j'ai fait une prépa de 2 mois où je me suis entraînée pour l'une comme pour l'autre. Donc en plus j'ai beaucoup évolué, que ça soit dans pareil, vu que je me préparais aux deux styles, j'ai progressé un peu dans tous les domaines et surtout après je suis allée au combat et je l'ai vu en direct et ça fait la différence, je pense, de voir vraiment. Je l'avais vu qu'à la télé jusqu'à maintenant, Valentina, et en réel c'est toujours différent. C'est la première fois que tu l'as vu combattre? Ouais, je l'ai vu combattre et j'étais vraiment au bord de la cage, donc donc tu ressens les impacts et tout, tu vois tout. C'est ça, tu te rends compte de plus de détails quoi. Et du coup l'impression par rapport à Valentina sur ce combat, les choses que tu as pu apprendre d'elle en voyant ce combat de très près? Je la trouve, même si je le savais déjà, mais je la trouve beaucoup moins dominante. Je trouvais pas, tu vois, au niveau cardio et tout, je sentais la fatigue, l'impact des coups, pareil, tu vois, c'est pas pareil en vrai. C'est ce que disait Baba, mais même le son des coups est différent. Ouais. Et c'était plus impressionnant ceux de Valentina que ceux d'Alexa Grasso ce soir-là? Non, pas spécialement. Pas forcément. Et puis c'était à la Sphère en plus. C'est à la Sphère, donc vraiment une expérience très particulière pour toi ce soir-là. Ouais. Est-ce que derrière ça, finalement, tu le vis comme une forme d'injustice, tu le dis. En plus, Valentina qui te donne pas forcément le respect que tu mérites à ce moment-là, et tu décides là de changer de stratégie et donc de call out un petit peu Valentina sur les réseaux sociaux. Tu l'as fait. T'as dit que tu voulais l'envoyer à la retraite ce jour-là. T'en avais aussi parlé à notre ami Alex Herbinet. Ça a eu une vraie influence ce call out, tu crois? Oui, je pense, parce qu'en fait, du moment où elle avait répondu, elle pouvait plus m'éviter. Ouais. J'ai dit maintenant il reste plus qu'à signer le contrat, parce que si tu réponds à mon truc, tout le monde était au courant et il y avait plus, je me mets à sa place, après t'as plus d'autre choix quoi. Maintenant t'es obligé de m'affronter. C'est une bonne stratégie pour toi d'y aller comme ça ou pas? À un moment t'as pas le choix. De toute façon l'UFC a construit son business model comme ça. Là il fallait assurer le coup. Voilà. Et je pense que ça a eu ses effets. Mais toi tu l'as vu de toute façon ensuite à la conférence de presse. Est-ce que tu avais l'impression qu'elle était plus agacée par toi en tant que personne ou par ce que tu as fait juste avant en fait? C'est vrai que j'ai vu une Valentina différente, parce que ça se passe toujours bien avec ses adversaires, même avec Alexa surtout. C'était presque devenu amie quoi, après cette trilogie, et chaque combat elles étaient là, elles se parlaient et elles se respectaient beaucoup, et jusqu'à maintenant en fait il y a aucune adversaire de Valentina qui lui a un peu manqué de respect quoi, on va dire qu'il a un peu bougé, donc je sentais son attitude était différente de d'habitude. C'est intéressant parce que du coup tu dis que en gros elle sait aussi manier les médias, elle sait aussi manier son image. Valentina Shevchenko, c'est quelque chose que toi tu as aussi appris à faire avec le temps. Tu dis même que maintenant répondre aux questions, parler aux médias, être un petit peu plus dans le trash, ça fait partie du job. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant tu aimes faire? Non, je veux pas dire que j'aime ça. Ce que j'aime faire, c'est combattre. Tu veux qu'on s'en aille maintenant? Tu veux qu'on te laisse? Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de le faire. C'est quelque chose que tu as quand même appris à faire, on va dire, avec le temps. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je suis prêt à le faire. Toi aussi, dans l'image qu'on a de Manon, du coup, médiatiquement, c'est vrai que moi j'ai vu, j'ai aussi réécouté plusieurs interviews que tu as faites. On voit la progression au fil du temps, et effectivement je trouve que maintenant tout paraît beaucoup plus naturel. Je sais pas comment toi tu la sens, Baba, mais bien sûr. C'est quelque chose que tu sais faire et ça se voit, je trouve. Non, on voit la différence, mais on voit aussi la différence de statut. Quand tu arrives à l'UFC en tant que Française, t'arrives sur la pointe des pieds d'un pays qui vient de légaliser, même pas d'ailleurs le MMA, ou tout juste. Donc là aujourd'hui c'est différent. On est sur la contender number one, celle qui a écarté toutes les autres. Il n'y a pas d'option en fait pour la championne. Donc c'est que du respect pour de l'organisation et des autres combattants. Donc forcément ça change tout.
L'UFC 315, donc, ce sera dans la nuit du 10 au 11 mai prochain sur RMC Sport en direct de Montréal. Il y aura Benoît Saint-Denis sur la carte contre Joël Alvarez. Et chez les moins de 77 kilos, Belal Mohamed fera sa première défense de ceinture contre Jack Della Maddalena. Il y aura donc Manon Fiorot. Hein. Tu vas affronter la légende absolue Valentina Shevchenko, championne en 2018. 7 défenses de titre avant de perdre contre Alexa Grasso. Et finalement, à la suite de la trilogie, la mexicaine contre la mexicaine, Shevchenko récupère sa ceinture et va faire la première défense de son nouveau règne contre toi, Manon. Question simple, où est-ce que tu places Valentina aujourd'hui dans l'histoire du MMA? Parce qu'il peut y avoir un débat avec Amanda Nunes qui, pour beaucoup, pas au-dessus. Il y a aussi Ronda Rousey qui rentre dans l'équation. Où est-ce que tu places Valentina Shevchenko? Ouais, pour moi, ça fait partie des légendes de la catégorie. Pour moi, ça a été une des combattantes les plus dominantes de cette catégorie. Et moi, quand je suis rentrée à l'UFC, c'était déjà la championne. Donc, c'est fou, ça. Pour moi, c'est vraiment une des... moi, je les mets dans ces 3 noms, en tout cas, des légendes de l'UFC. C'est, quoi qu'il arrive, Shevchenko, c'est podium indiscutable. C'est podium indiscutable, très clairement. Moi, je connais sa carrière depuis longtemps. C'est ce que j'allais dire. Toi, en plus, il y a cette on a même été dans le même championnat IFMA et les mois, tu vois. Donc, pour dire, ça fait longtemps maintenant qu'elle combat. Donc, oui, c'est en termes d'artiste martial, elle est très haut. À l'UFC, elle a fait sa carrière. Mais c'est bien parce que maintenant, t'as Manon qui arrive et en fait, tu vas voir Valentina. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a cette attitude-là, de se dire qu'il y a une combattante qui arrive et qu'il a ciblé elle depuis le départ. Valentina, c'est 12 combats disputés pour la ceinture. Elle est à égalité avec Nunes. Avec ce combat qu'elle va disputer contre toi, Manon, elle va la dépasser. C'est-à-dire que chez les femmes, dans les catégories femmes, c'est Valentina qui aura disputé, pas remporté, mais disputé le plus de combats pour la ceinture. Ça aussi, c'est un record qui te parle et qui représente beaucoup pour toi? À vrai dire, je savais pas. Mais oui, forcément, c'est un truc en plus. Donc, c'est une bonne chose pour moi. C'est c'est ça. En fait, quoi qu'il arrive, ça rajoutera, une fois que tu auras gagné, on croise les doigts, ça rajoutera encore plus d'ampleur à la victoire de Manon. Quand tu regardes, parce que si ça avait été Alexa, ça aurait été moins clinquant comme victoire. Quand tu regardes dans l'histoire de l'UFC, les champions dominants, tu vas parler avec un Chris Weidman qui arrête la série d'Anderson Silva, tu vas parler avec un Conor McGregor qui arrête celle de José Aldo. On parle de ce genre de séries-là, tu vois, qui sont stoppées par le challenger. Donc ça, c'était tout de suite très haut dans l'histoire. Weidman et McGregor, ça te va comme comparaison sur ça va? C'est bon, je crois que c'est ok. Il y a aussi en légende, en fait, on a déjà affronté une. Elle s'appelait Rose Namajunas. Tu disais avant le combat que tu l'admirais, Rose. Est-ce que c'est aussi le cas? Le mot admiration, on peut l'accoler à ce que tu voues comme respect, comme admiration à Valentina? J'avoue, non. Parce que, en fait, quand je suis rentrée à l'UFC, c'était la championne. Donc, avant ça, j'avoue, je connaissais pas vraiment. Ah ouais? Et non. Et du coup, en fait, ça a toujours été pour moi une adversaire possible, donc j'ai eu du mal à la prendre comme modèle. Tu connaissais pas, c'est-à-dire que même toi qui avais un passif Muay Thai, etc., c'était vraiment pas quelqu'un que tu connaissais d'avant l'UFC en fait? Non, j'avoue, non, je connaissais pas. Et son évolution à elle, est-ce que, elle l'a dit, la retraite peut se rapprocher pour elle, toi tu as envie de l'y envoyer, elle a que 37 ans finalement, Valentina. Tu penses qu'elle est quand même encore dans une sorte de prime pour elle en termes de niveau? Elle est encore capable de redonner ce qu'elle donnait il y a 5 ans? Ou alors c'est quand même un peu en dessous? Au vu de ses derniers combats, c'est quand même un peu en dessous, je pense. Puisque ses 3 derniers combats, même avant Alexa Grasso, son combat aussi d'avant, c'est une décision partagée. Donc on voit qu'elle est beaucoup moins dominante qu'à ses débuts, c'est sûr. Pour toi, ça a montré beaucoup trop de failles de Valentina, cette trilogie contre Alexa Grasso? C'est des failles qu'elle va avoir, et puis ça va aussi avec le fil de ta carrière, mais c'est aussi le fait que malgré elle a créé une catégorie forte, en fait. Elle a créé, tout simplement, elle a créé une catégorie de poids qui est très forte à l'UFC. Les combattantes, je me rappelle que quand Valentina elle prend la ceinture, tout le monde se dit elle va jamais la perdre jusqu'à sa retraite. Ça va être trop compliqué, tu vois, pour la battre. Donc ça veut dire que toutes les combattantes qui sont dans cette catégorie, elles ont dû vraiment augmenter leur niveau de professionnalisme, de préparation dans les combats, et donc forcément, t'as des challengers qui sont beaucoup plus fortes au bout d'un moment. Alors il y a le Muay Thai et le karaté qui sont tes domaines de prédilection. Je t'ai beaucoup entendu dire qu'il y a quelque chose que tu aimais travailler, c'est d'améliorer, c'était le cage control. C'est quelque chose que tu aimes faire maintenant alors que tu n'aimais pas forcément le faire au début. Comment est-ce que tu travailles
réellement le cage control? Comment ça se passe à l'entraînement là-dessus? Bah, c'est vraiment des séances spécifiques cage control, en fait. C'est un peu la spécialité aussi de notre club et de Aldric, il adore ça lui aussi. Donc c'est quelque chose qu'on fait presque tous les jours en fait à l'entraînement. Et voilà, bah, forcément au début j'aimais pas parce que j'étais pas super forte dans ce domaine, et là j'ai progressé et maintenant je me sens super à l'aise, donc forcément j'aime ça. Catch control, lutte, tu disais même que c'est quelque chose que vous avez évoqué, que quand des adversaires arrivaient dans la poche, ça te faisait un petit peu peur. Maintenant, toutes ces peurs, elles sont totalement évacuées. Oui, au début j'avais du mal, c'est vrai, à boxer de près, parce que moi je venais du karaté où il y a toujours une distance. Et en fait, ce qu'on a fait comme exercice à l'époque, c'était avec Aldric, en plus je m'entraînais avec lui, où on faisait des rounds de 30 minutes sans s'arrêter, où lui il me collait en fait, et il envoyait, on faisait des rounds de 30 minutes comme ça. T'as déjà fait des rounds de 30 minutes, mon baba? Oui, régulièrement. Bah, moi je viens du Mouet, donc déjà on a fait des rounds de corps à corps et tout, c'est toujours des 30 minutes. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen, parce que c'est pas facile de boxer à l'intérieur, de boxer dans la poche et d'être à l'aise dans cette situation-là, pour un être humain. Là on parle, alors, pour un combattant c'est encore pire. Donc c'est un moment où il faut se faire violence. C'est vrai que là dans ce combat, alors je sais que tu vas pas vouloir trop parler du game plan et de la tactique, mais en gros vous allez aller plutôt vers l'envie de pousser Valentina à venir en lutte, parce que tu as envie de la dégoûter quasiment avec ton striking. On pense que c'est comme ça que ça va se passer. Après, Valentina, on sait aussi qu'elle sait tout faire et qu'elle adapte son style vraiment en fonction de l'adversaire. Mais un peu comme moi j'ai fait, en fait, si on regarde un peu ses combats, on voit que elle sait tout faire en fait, et vraiment elle s'adapte. Donc c'est à ça qu'on s'attend, et on s'est préparé du coup à tous les domaines. Mais c'est vrai qu'on voit un scénario vraiment où Valentina elle va lutter, je pense, dès le 2e ou le 3e round. C'est possible. T'es d'accord avec ça? 100% d'accord. Pour moi, elle sait que c'est son. En tout cas, dans sa tête, dans ce qu'elle a pu constater, parce que tu peux que travailler avec le matériel que tu as, et donc avec les combats de Manon qui existent déjà à l'UFC, elle va se dire, on l'a pas trop vu, tu vois, sur la lutte et tout, donc on va essayer d'y aller. Valentina, même quand elle était en Mouet, c'était une spécialiste du clinch, donc c'est quelque chose qu'elle fait depuis très longtemps, et forcément, elle a toujours été, ou quasiment toujours été, plus forte que ses adversaires dans ce domaine-là. Donc ce serait logique en tout cas qu'elle aille par là. Et après tu peux voir un scénario effectivement où, après ça se fait que dans ta tête, mais oui, tu peux voir un scénario où elle se dit qu'elle va essayer de faire ça, et puis si ça fonctionne pas, là ça peut commencer à douter. Il y a quand même 47 amenés au sol réussis en carrière pour Valentina à l'UFC. Ça aussi c'est quelque chose que j'imagine tu as travaillé, auquel tu es prête à répondre. Ah oui, complètement. Après, mon adversaire c'était quand même Erin Blanchfield, qui était aussi une des meilleures lutteuses de la catégorie, donc je pense qu'elle a vu aussi ce combat là, donc après c'est à elle de voir ce qu'elle veut faire. Tu t'attends à quelle ambiance à Montréal? T'es à l'aise à la maison, à Paris, devant ton public, t'es à l'aise chez les adversaires comme c'était le cas chez Erin Blanchfield. Là, Montréal, tu t'attends à quoi comme ambiance? Moi j'espère que le public va être avec moi, et je pense aussi. Donc je pense que ça va plus ressembler en tout cas à l'UFC Paris qu'à Atlantic City. Ouais, tu crois? J'espère. En termes d'ambiance. Ouais, je pense. Même si l'UFC Paris, t'avais déjà eu une ambiance aussi ouf qu'à l'UFC Paris, ou c'était vraiment c'était unique? C'était unique. Bon, ce combat qui s'annonce très très bien. Il y a aussi Valentina qui dit que quand elle affronte Manon sur le jeu UFC, elle gagne. Je sais pas si toi tu joues au jeu UFC de temps en temps. J'ai pas le temps de jouer, je m'entraîne. Bon, on a bien compris qu'elle cherchait tous les prétextes pour te chauffer un petit peu, Valentina Shevchenko. On va quand même parler un petit peu du futur. Pour commencer à aborder le futur, Manon, il y a un son qu'on va te faire écouter tout de suite. C'était au micro de Pierre-Henri Cachera. J'ai 32 ans, donc je sais qu'il me reste 5-6 ans de carrière, parce que c'est vrai qu'après on veut arrêter et j'ai envie d'avoir des enfants. On a largement le temps de prendre la ceinture et de la défendre avant la fin de ma carrière. 32 ans, c'était donc il y a 3 ans, et tu parlais encore de 4 ans. Où est-ce que tu en es par rapport à tout ça aujourd'hui? Tu as 35 ans et tu es à quelques semaines d'un title shot à l'UFC. Moi, ce que j'espère, c'est continuer quand même le plus tard possible. Enfin, tant que je suis en forme, en tout cas, que je me sens à 100% et que je gagne mes combats, bien sûr que je vais défendre la ceinture, parce que je trouve que c'est bien de gagner la ceinture, mais l'important c'est quand même le nombre de fois où tu vas la défendre. C'est ça qui fait que tu rentres vraiment en tant que championne ou en tant que légende de l'UFC. Donc quoi qu'il arrive, je vais essayer de défendre au maximum que je peux la ceinture, voire même après de monter de catégorie. Quand tu auras la ceinture, et c'est tout ce qu'on te souhaite, t'as décidé d'un moment où tu t'arrêterais à première défense perdue, par exemple, tu t'arrêterais à ce moment-là, ou alors tu verras sur le coup et tu pourrais te relaisser du temps pour recombattre?
Je pense que je verrai, ça dépend aussi de ma motivation. Mais tant que j'ai l'envie et tant que je suis en forme, je vais la défendre, c'est sûr. Baba, c'est par rapport au profil de Manon, on a un profil qui peut durer sur le temps, qui s'est pas beaucoup usé parce qu'il arrive à se préserver pendant ses combats. La longévité de Manon, elle peut être impressionnante à l'UFC. Ouais, bien sûr. En tout cas, le style est là pour ça. Et puis surtout, il y a le fait que c'est une combattante complète. Donc c'est toujours un avantage quand tu veux durer dans le temps. Parce que si tu fais toujours ton style, même que ce soit toi qui l'impose, regarde, Khabib, il s'est cramé au bout d'un moment. Ouais. Tu vois, et à un moment, tu peux plus. Donc non, c'est bien sûr que les qualités sont là pour que ça dure. Ouais. Et puis surtout, comme le dit Manon, pour changer de catégorie, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, pourquoi pas changer de catégorie? C'est-à-dire que si tu arrives à prendre la ceinture, à avoir quelques défenses, tu te dis pourquoi pas monter de catégorie, passer en moins de 61? Ouais, carrément. Surtout que j'aurais déjà affronté quand même pas mal de filles du coup de cette catégorie avant. Voilà. Et là, je pense que il manque Grasso et Shevchenko. Voilà. Et après, ça va vite revenir à des filles que j'ai déjà affrontées, forcément. Ouais. Donc, monter de catégorie. En plus, on voit que la catégorie de 61, là, c'est en train de bouger. Il y a Nunes qui revient. Ouais. Donc, ça peut rajouter des gros noms dans ma série. Ah, un petit Fioro Nunes un jour, ce serait pas mal ça pour l'histoire. Après avoir battu Shevchenko, battre Nunes, ça. Il y a des combats intéressants et puis il y a du star power dans la catégorie du dessus. On l'a vu encore avec la conférence de presse récemment. Donc bien sûr que c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour écrire ta légende derrière. La catégorie du dessus, elle te plaît. Là pour l'instant, il y a Peña, il y a Pennington. Peut-être que la plus grosse star en devenir, c'est Kayla Harrison, qui est juste derrière. C'est pour toi, elle représente le futur dans l'immédiat de la catégorie avant que tu y arrives, forcément. Ouais, c'est clair. C'est ça. Il y a beaucoup de gros noms. Il y a Kayla Harrison et Kayla Harrison, Nunes, c'est ça. Ça fait des gros noms à affronter, quoi. C'est cool. De toute façon, une fois que tu auras affronté Shevchenko, forcément, ça va être dur de redescendre en gamme et en notoriété. Une fois la ceinture acquise, est-ce que du coup, dans l'immédiat, tu as un plan, tu as une envie particulière? Parce que tu le disais, Shevchenko, en tant que détentrice de la ceinture, elle était en droit de pouvoir accepter, refuser des combats. Toi, ce sera quoi? Qu'est-ce que tu vas demander à l'UFC si tu deviens championne? Moi, ce que je veux, c'est combattre le plus souvent possible et défendre ma ceinture vraiment assez souvent. Je veux être vraiment une championne active qui combat le plus souvent que je peux. Ouais. Et voilà, pourquoi pas la défendre à Paris. Ça serait c'est la suite logique. Ouais, c'est ça. Pour une première défense de ceinture, à Paris, ça serait magnifique. Un petit Manon Fiorot pour une ceinture. Ouais. Alors, on le sait, ça s'est déjà fait d'ailleurs pour un des combats de la trilogie, de faire une ceinture sur une Fight Night. Ça s'était fait, donc c'est possible. Je pense pas que l'UFC arrive avec un numéroté cette année en France, mais en tout cas, défendre une ceinture sur une Fight Night à Paris pour la première défense historique de ceinture d'une Française ou d'un Français, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, clairement. Et en plus, Dana White vient de dire que justement, il vient à peu près de confirmer qu'il y aurait l'event à Paris et que a priori, il serait là. En tout cas, il n'en a pas fait et qu'il compte venir. Donc, les éléments sont réunis. Il en reste un seul. On a confiance, mais il reste un seul élément à cette équation. Et puis, ce sera bien parce que j'aurai l'air de Nostradamus parce que c'est exactement ce que j'ai dit en fin d'année. Donc, on va voir. Du coup, on garde les bandes comme toujours et on se les repasse au moment où il faut. L'audio et puis j'ai l'air intelligent. C'est cool. Il y a eu la catégorie du dessus. Est-ce que Weili Zhang qui envisageait de monter, pourquoi pas pour affronter Shevchenko, si c'est toi la championne, est-ce que tu crois que c'est encore quelque chose qui peut se tramer, ou alors Weili Zhang elle restera dans sa caté? Non, moi j'aimerais vraiment affronter Weili Zhang. En plus ça fait 2 fois qu'elle essaye de, parce que contre Grasso aussi elle avait demandé quand elle était championne, elle voulait prendre aussi Grasso. Ouais. Donc Weili Zhang c'est un combat qui me tente bien. Un UFC en Chine contre Weili Zhang, ça me tombe bien. Tu veux aller chez elle carrément. Ouais, carrément. Elle a vraiment le goût du risque. De A à Z, Manon, elle a le goût du risque. Manon, je crois qu'on voit déjà plus clair sur ton futur là dans les jours qui viennent. Encore un petit peu de temps ici en France, terminer ta prépa tranquille. Tu auras combien de jours sur place à Montréal pour te préparer, t'acclimater à l'ambiance locale? Là, je pars la semaine prochaine et je viens 15 jours avant le combat. 15 jours avant le combat, et donc comment ça se passe ces 15 derniers jours? Généralement la dernière semaine c'est beaucoup plus tranquille, c'est aussi dédié aux médias, à la presse, aux obligations qui sont dues à l'UFC. La semaine d'avant c'est encore travail dans le dur ou ça reste plus tranquille? Ça reste vraiment léger, il n'y a plus de sparring dur, mais on continue de travailler et voilà, il y a mon sparring principal qui vient avec moi, Théo Muris, et
Et là-bas aussi, il y a des filles du coup que j'ai déjà affrontées qui vont m'aider aussi pour la fin de mon camp, je pense. Et il y a Brianna Sainte-Marie qui sera là-bas aussi, donc qui va m'aider encore pour cette semaine-là et peut-être d'autres filles aussi. J'ai cru entendre aussi de la part de PH qu'il y a quelques sparring qui étaient repartis du club avec quelques petites blessures, voilà, je crois que tu en as abîmé quelques-uns et quelques-unes pendant le... C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Il y a eu quelques blessures. Et voilà comment ça se passe avec Manon Fiorot. Manon, merci infiniment d'être passé ici par le studio du RMC Fighter Club. On embrasse Alex Herbinet, bien sûr, que tu connais aussi très bien et qui, je le sais, nous aura écouté jusqu'au bout. L'UFC 315 sera donc dans la nuit du 10 au 11 mai prochain. On vous le rappelle, soirée nuit historique pour le MMA français, puisque Saladin Parnasse combattra en début de soirée à Lyon, et dans la nuit, Manon Fiorot et Benoît Saint-Denis pour l'UFC 315. Baba, merci à toi. Merci à toi, Charles. Merci Manon, merci beaucoup. À très vite. Manon, on t'envoie toute la force qu'on peut. Soutenez-la, encouragez-la dans les commentaires, et on la suivra évidemment, que ce soit à Montréal ou sur RMC Sport. Merci à Flavien Ziolkowski d'avoir travaillé avec nous sur cette émission. On se retrouve très très vite dans le RMC Fighter Club. Merci Manon. Merci. Salut. RMC Fighters Club.